Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Bonjour Jean-François Lhuillier. Bonjour à vous. Alors vous êtes ancien officier traitant. Officier traitant, c'est le mot technique pour agent secret, on va pas se le cacher, de la DGSE. Vous étiez chef de poste des services secrets français en Libye de 2009 à 2012. Et donc vous avez écrit vos mémoires, L'homme de Tripoli, mémoire d'agent secret, le récit inédit d'un chef de poste de la DGSE, c'est aux éditions Mareuil. C'est un livre qui raconte en réalité 3 histoires. C'est un livre qui raconte à la fois votre vie personnelle, votre parcours d'agent secret. Ça raconte également, puisque vous étiez en poste entre 2009 et 2012, ça raconte la chute du régime de Kadhafi, vue de l'intérieur. Et puis ça raconte aussi, on aura l'occasion d'y revenir, l'histoire de la DGSE, qui est un organisme sur lequel vous ne mâchez pas vos mots, qui a énormément de tensions internes, de rivalités, qui peuvent parfois des fois polluer le travail des agents secrets, des officiers traitants. Mais je vous propose quand même, avant d'aborder toutes ces questions, d'en revenir à vous, d'en revenir à votre parcours. Comment est-ce qu'on devient concrètement agent secret, Jean-François Lhuillier ? C'est relativement simple. Je suis militaire de formation. Et au cours de cette carrière militaire, j'ai servi au sein du 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine à Bayonne, au début des années 80, tout début, même fin des années 70 et début des années 80, qui était à l'époque le bras armé du SDEC. Le SDEC, c'est le service de documentation et de contre-espionnage qui précédait la DGSE avant 82, avant que François Mitterrand ne change le nom. Donc, le premier PIMA à Bayonne effectuait des missions militaires clandestines au profit du SDEC de l'époque, des services secrets français de l'époque. Et donc, c'est tout naturellement que, après quelques années passées à Bayonne, je me suis retrouvé à Paris au sein de la centrale j'avais changé un petit peu d'orientation. Je voulais me consacrer à la lutte contre le terrorisme, qui était un fléau très, très, comment dire, actif à l'époque. Voilà, en gros, D'accord. Et comment je donc, me suis créé à Paris. bien sûr, à Paris, et donc vous avez pendant plusieurs années servi, donc d'abord dans des missions contre le terrorisme, effectivement, et puis vous vous êtes retrouvé en 2009 en Libye, envoyé. Alors, vous êtes envoyé, vous allez peut-être me raconter comment vous êtes venu arriver en Libye, mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est qu'à ce moment-là, la Libye, vous l'écrivez, c'est un pays qui est extrêmement calme, extrêmement agréable à vivre, et c'est vrai que ça tranche complètement avec l'image qu'on en a aujourd'hui, mais il y a eu un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où la Libye était un pays qui était plutôt calme, où il faisait plutôt bon vivre. Ah oui, je confirme, tout à fait. À l'époque où je suis arrivé, en 2009, la Libye était effectivement un pays tout à fait agréable à vivre, très calme. Les gens paraissaient heureux. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de tension particulière. Euh, j'allais même dire, c'est peut-être même plus calme que dans nos régions. Et cela, en Libye, la Libye avait rejoint le concert des nations. Kadhafi avait fait amende honorable vis-à-vis des pays occidentaux depuis les débuts des années 2000. Donc ça faisait déjà et donc depuis le début des années 2000, si vous voulez, le, le pays n'avait plus l'embargo qu'il connaissait suite aux années 90 où ils avaient été mis sous embargo par les Américains et par les Occidentaux en général. Et donc ça faisait une dizaine d'années que ça perdurait et effectivement le niveau de vie en Libye était de bonne qualité, les gens avaient comment dire, bon moral et la vie coulait paisiblement, si je puis dire. D'accord. Et effectivement, et donc on aura l'occasion de revenir sur les personnages que vous avez croisés, l'ambassadeur Jean-François Gouillette, d'autres que vous décrivez. Et d'ailleurs, vous avez le mérite de les décrire, enfin crûment, dans le sens où vous les décrivez sincèrement. Vous ne mâchez pas vos mots. Mais donc, pour en revenir à cette histoire de la Libye, donc en juillet 2009, vous y arrivez. Le pays est calme, et même pendant les révolutions de la fin de l'année 2009 en Égypte et en Tunisie, vous précisez bien que la Libye n'est pas du tout ni la Tunisie ni l'Égypte, et que donc dans ce pays règne toujours le calme au moment des printemps arabes, au moment où les printemps arabes commencent.
absolument. Euh, on va dire globalement, parce qu'il y avait quand même, pour être tout à fait précis, il y avait eu quelques manifestations en Libye depuis, disons, depuis la rentrée des classes, on va dire, depuis le mois de Mm. septembre, si vous voulez. Il y avait eu quelques manifestations, mais qui étaient contenues par le régime et par les forces de sécurité, hein. C'était des contestations d'ordre sociétal. Voilà. Et donc, effectivement, les événements ont démarré, les événements du printemps arabe, par la Tunisie à la mi-décembre 2010. Et dès ce moment-là, vous pensez bien, alors évidemment, tout le monde a été surpris à l'époque, hein, et pas Mm. simplement les autorités françaises qui l'ont été complètement et qui n'ont pas pu réagir, mais également les autorités tunisiennes, évidemment. Et donc, en Libye, la Libye était en première ligne, si j'ose dire, hein, puisqu'elle est voisine de la Tunisie. Et donc, nous étions très attentifs, hein, vous pouvez l'imaginer, à ce qui allait se passer dans le Mm. pays, à prendre le pouls du pays. Et effectivement, différentes sources que j'avais dans la société à l'époque ne nous ont pas remonté d'inquiétude particulière. Je rajoute qu'il y avait eu aussi au mois de janvier, donc en janvier, début janvier, les printemps arabes se sont transmis en Égypte, comme vous l'avez dit. Et en Cyrénaïque, il y avait tout début janvier des manifestations contre les problèmes de logement qui perduraient en Libye, problèmes de logement dus à la démographie galopante que connaissait le pays à l'époque, hein. Pour, Mais, pour, pour que nos auditeurs mais soient encore une certains, fois, c'était pour qu'on comprenne, la oui, Cyrénaïque, c'est la partie est de la Libye Est, où se trouve Benghazi, notamment la ville qui a été très connue avec absolument. le renversement du Excusez-moi, régime. j'aurais dû le Non, non, préciser, il y a c'est pas de la problème. partie. Des formations professionnelles. Ah oui, voilà. Non, mais c'est parce que c'est vrai que quand on est dans un sujet qu'on connaît, on a tendance à Bien penser que tout sûr. le monde le connaît. Mais c'est vrai. Et donc, il y avait des manifestations là-bas, et c'est vrai que là-bas, c'est là-bas que la révolution est née un petit peu, non? Alors, il y avait des manifestations qui étaient un peu préoccupantes quand même, au sens où les gens étaient vraiment fâchés, on va dire, pour ces histoires de logement. Mais Kadhafi avait pris la parole en leur donnant raison et en leur donnant des gages pour régler la situation. Donc, les choses étaient rentrées dans l'ordre malgré tout, avant que les événements, les véritables événements, nous surprennent. Malgré tout ça, on a été surpris par des événements qui se sont à nouveau produits en Cyrénaïque, à Benghazi, très exactement, euh, des manifestations qui ont mal tourné, et voilà, Et donc, ça qui ont nous fait mène un certain nombre de à ce morts. moment-là. Quelles sont les relations de la France avec la Libye, avec le régime en place? Parce que vous rencontrez quand même des gens très importants, notamment l'un des numéros tout proches de Kadhafi, il s'appelle Abdallah Senussi. Mais vous êtes toujours en relation très cordiale avec le régime à ce moment-là. Oui, oui, absolument. Non seulement on est en relation très cordiale, mais on développe des liens de proximité et de travail dans notre domaine de lutte contre le terrorisme. Et d'ailleurs, je le raconte dans le livre, hein, j'ai organisé à la fin janvier une rencontre entre le directeur général de la DGSE et les plus hautes autorités libyennes, notamment Moussa Koussa, le ministre des Affaires étrangères, Mm. ancien chef des services secrets libyens. Cette réunion à Tripoli, donc, avait pour but comment dire, d'associer les Libyens au plan Sahel. Le plan Sahel, c'était un plan que la DGSE avait mis en œuvre dans toute la bande sahélienne, les pays africains, pour les aider à lutter contre AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui sévissait à l'époque dans les zones sahéliennes. Bien sûr. Et donc ensuite, donc tout bascule en fait au mois de février où les manifestations effectivement dégénèrent et très vite, presque trop vite pour vous dans ce livre, le Patrick Calvar, donc votre supérieur, le directeur du renseignement, prend la décision d'évacuer l'ambassade. Et vous, alors cette décision, pour le coup, dans le livre, vous ne la comprenez pas. Expliquez-nous pourquoi. Alors, effectivement, Patrick Calvar était notre directeur du renseignement. Patrick Calvar qui est devenu par la suite, pour que les gens comprennent, le directeur général de la DGSI, le service intérieur, hein. Mais ça, c'était après. Donc, Patrick Calvar, mais il ne prend pas la décision seul. Hmm. Excusez-moi. Il prend la décision, en fait, il applique une décision
qui a été prise au plus haut niveau de l'État, évidemment, comment dire, de rapatrier toute la communauté française et de fermer l'ambassade. Alors pourquoi c'était choquant? Parce que, si vous voulez, quand vous êtes, comme moi, militaire, il me semblait que c'était au moment le plus délicat que mon rôle allait devenir le plus important. Et donc, effectivement, ça prenait une tournure délicate et j'avais du mal à accepter. Mais bon, je suis, comment dire, aux ordres, hein, et donc, on a tout fermé. On a fermé tous les locaux, on a cassé tous les matériels qu'on nous a demandé de détruire. On a détruit également tous les documents, etc. Et d'ailleurs, vous racontez qu'en arrivant à Paris, vous vous rendez compte que, justement, vous parlez des documents, il y en a certaines, l'ambassade a commis l'erreur d'oublier d'avoir détruit des documents, donc vous avez failli repartir en mission parce que l'ambassade avait oublié de détruire certains documents, c'est ça? C'est ça, oui et non. Alors, je suspecte ce qui s'est passé au cours de cette fermeture du poste, comment dire, une procédure extrêmement rare, hein, dans le monde, Mm. hein. On ferme un poste de recherche comme celui que je dirigeais à Tripoli lorsqu'il y a des événements, voilà, totalement d'insurrection, enfin des éléments extrêmement graves qui n'existaient pas encore à Tripoli. Et effectivement, au cours de cette fermeture, il y a un matériel que nous, service de la DGSE, n'avons pas détruit parce qu'il ne faisait pas partie de la liste. On avait un petit manuel Mm. avec tous les matériels à détruire, excepté ce matériel enfin, cette liste n'était pas à jour, voilà, pour dire les choses clairement. Mm. Et donc, un matériel secret de chiffrement qui restait en place à Tripoli. Et donc, le service, j'imagine, parce que rien n'a été clair, et vous savez, dans ce service, il faut décoder. On nous a pas dit les choses très précisément. On nous a simplement dit qu'il fallait retourner à Tripoli, chercher du matériel que les affaires étrangères avaient laissé sur place. Mais c'est une version que j'allais dire que je ne crois, dans laquelle je n'ai pas cru, comme je l'explique dans le livre. Bien sûr, mais on reviendra sur les tensions internes et les difficultés, voilà, de communication, de transmission des informations au sein de la DGSE. Même pour quelqu'un qui était en chef de poste comme vous. Alors ça nous mène du coup à la mi-mars, le 20 mars, le 19 mars plus précisément. C'est la France commence à bombarder l'armée de Muammar Kadhafi qui se dirige vers Benghazi pour reprendre la situation en contrôle. Et donc là, forcément, vos relations avec le régime changent complètement de nature et vous vous retrouvez à devoir vous rapprocher des rebelles. Alors parlez-nous un petit peu de ces rebelles, puisque effectivement, on parlera également de la désinformation jouée par les chaînes d'information, notamment Al Jazeera pour le Qatar. Cette opposition, elle était difficile à définir. Il y avait effectivement une forte proportion d'islamistes au sein de cette opposition, mais en même temps, c'était pas forcément que des mouvances religieuses. C'est extrêmement divisé. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette opposition? Oui, alors, ce qui se passe, effectivement, à partir du 19 mars, les avions français sont entrés en jeu, si je peux m'exprimer ainsi, et tout a basculé, et effectivement. Mais donc, moi, ça faisait environ 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines que j'étais rentré à Paris. Et à partir du moment où les avions français ont bombardé les premières unités de Kadhafi, à ce moment-là, on m'a renvoyé en mission en Tunisie avec comme objectif comment dire, d'évaluer la situation, de l'équilibre des forces, etc. Alors, vous parlez d'opposition. Vous savez, c'est un mot qui n'existait pas en Libye à l'époque, hein, Hmm. bien entendu. C'est un régime dictatorial de type un petit peu, on pourrait rapprocher de celui, souvent on fait le parallèle avec celui de la Corée du Nord, hein, où rien ne Hmm. bouge, il n'y a comment dire, très peu de contestations, hein, malgré les quelques manifestations ici ou là, il n'y a pas véritablement d'opposition. Donc, quand les premiers événements arrivent à la mi-février à Benghazi, dans l'est du pays, euh, et des événements donc très graves, avec mort d'hommes, beaucoup de morts, les forces de police qui tirent sur la foule, etc. Il y a quelques foyers d'insurrection également qui se développent à l'ouest du pays, à proximité de Tripoli. Tripoli elle-même, fin février, connaîtra
quelques manifestations un petit peu violentes également de nuit, mais sans mort d'homme à ma connaissance. Voilà. Donc, d'opposition, non. Et je dis ça, c'est Mm. important parce que ça veut dire que, en vérité, les rebelles, comme on les appelle, ceux qui sont devenus les rebelles, ont eu du mal à s'organiser, à se mettre en route et à regrouper, si vous voulez. Mm. Donc, la difficulté qu'on avait, nous, service de renseignement, moi, officier de renseignement sur le terrain, c'était de définir qui est qui. À l'époque, il y avait des forces loyalistes un peu partout dans le pays pour empêcher que la rébellion euh, s'exprime véritablement. Et donc, les gens étaient très suspicieux et ne s'étaient pas révoltés plus que ça. Il n'y a pas eu, d'ailleurs, je le dis à qui veut l'entendre, il n'y a pas eu de révolution en Libye. C'est une erreur, c'est un contresens. Il y a eu des foyers il y a eu ces manifestations graves au départ, comme on l'a dit. Il y a eu quelques foyers de rébellion qui se sont constitués euh, euh, à l'ouest également, mais très peu, hein, de l'ordre de trois ou quatre endroits un petit peu effervescents, on va dire, et c'est tout. Et donc, les oppositions se sont constituées, voilà, bon an, mal an, petit à petit, quand encouragées par les bombardements des Français puis de l'OTAN, et voilà, les hommes se sont levés et ont essayé de se regrouper. D'accord. Et donc là, vous avez dû rentrer en jeu, mais ça, c'est important ce que vous dites, puisque vous dites quand même clairement que cette révolution en Libye, enfin cette non-révolution, n'aurait pas pu avoir lieu sans l'aide occidentale. Donc c'est véritablement des puissances occidentales, l'OTAN et la France en particulier, pour ne pas les nommer, qui ont permis cette révolution. Ah oui, absolument, je confirme. S'il n'y avait pas eu l'intervention des forces occidentales, euh, les manifestations et les premières manifestations graves auraient été effectivement jugulées par les forces loyalistes. Et, Au prix sans doute de, comment dire, de nombreux morts, hein. Il ne faut pas se cacher, évidemment. Et c'est d'ailleurs le prétexte dont s'est servi le pouvoir français pour intervenir. bien sûr, et donc ça veut dire qu'aussi, euh, vous, à la fin de votre livre, vous critiquez publiquement cette décision, puisque, alors certes, Kadhafi, et vous êtes pas tendre avec lui non plus, et à juste titre, hein, c'était un dictateur avec tout ce que ça comporte en violence, en répression, mais il avait le mérite de garder une région qui est extrêmement conflictuelle, extrêmement dure à contrôler, et aujourd'hui, en fait, finalement, nos principaux soucis aujourd'hui sont liés à cette question libyenne. Alors ça a permis en plus l'établissement de l'État islamique en Syrie, et puis aujourd'hui, avec l'immigration, le trafic d'armes, les marchés aux esclaves, c'est devenu un pays de non-droit complet, complètement déstabilisé, et qui est une énorme difficulté en Afrique du Nord. Absolument. Vous avez tout à fait raison. C'est bien, c'est un bon résumé de la situation actuelle. L'intervention libyenne, enfin, non, du moins l'intervention en Libye, a engendré tout le drame que les pays de cette région connaissent aujourd'hui avec cette montée du terrorisme, les coups d'État dans les pays africains, etc. Et comment vous expliquez d'un point de vue, vous aviez quand même suivi un peu ça de l'intérieur, comment est-ce que vous expliquez cette décision? Pourquoi est-ce que vous pensez que la présidence de l'époque, le gouvernement de l'époque a pris cette décision d'intervenir en Libye? Écoutez, c'est une, comment dire, c'est compliqué de répondre à une question pareille. Je suis pas dans la tête de Nicolas Sarkozy, ni dans celle de ses conseillers. Mais a priori comme ça semble tout à fait extravagant, oui. Hmm. Euh, et, et donc, moi, j'ai une explication quand même. C'est une explication de type historique. C'est-à-dire que Kadhafi, comme vous l'avez dit, qui n'est pas un homme, enfin, qui est un dictateur, donc on n'a pas particulièrement d'amitié pour quelqu'un de cette trempe-là. Kadhafi, depuis sa révolution de 1969, n'arrête pas comment dire, d'embêter, entre guillemets, de contrarier les Occidentaux. Hmm. Et je vous rappelle que dans les années 60, fin des années 60, quand il arrive au pouvoir, c'est Gamal Abdel Nasser en Égypte qui est le leader arabe qui, euh, comment dire, qui essaye de soulever les peuples arabes contre le colonialisme et contre le sionisme des forces ou des puissances occidentales.
Et Kadhafi, en 69, reprend ce cheval de bataille anti-occidental, anti-sioniste, et creuse, à mon avis, creuse petit à petit, ça tombe. Ça commence en 69 en vérité. Hmm. Et donc, dans les années 70, les services français, on parlait du SDEC, le prédécesseur de la DGSE, tout à l'heure, le SDEC a essayé à plusieurs reprises avec l'appoint ou en collaboration avec certains autres pays étrangers de renverser Kadhafi, hein, à plusieurs reprises dans les années 70. Et ça n'a pas réussi. Kadhafi a continué à jouer son poil à gratter, si vous me permettez l'expression, euh, contre les Occidentaux jusqu'à la décennie des années 80, où là, il franchit le, comment dire, la ligne rouge, celle du terrorisme, hein, puisqu'il est suspecté d'avoir été à l'origine de l'attentat contre Lockerbie, qui a fait 300 et quelques victimes, hein, puis de l'attentat contre le vol UTA français dans le Ténéré, qui a fait 170 victimes, etc. Donc, à cette époque, dans les années 80, c'était Ronald Reagan, le président américain, qui faisait une sorte de phobie anti-Kadhafi et qui voulait à tout prix le chasser du pouvoir. Et d'ailleurs, à ce titre, il a entrepris la seule action de guerre contre la Libye, qui était le bombardement de Bab al-Azizia, c'est-à-dire le quartier général de Kadhafi, en 1986, hein, si j'ai bonne mémoire. Mm. Voilà. Et donc, de tout ça pour vous dire, et donc c'est d'où découlent ensuite les embargos des années 90 dont on a parlé tout à l'heure. Oui, tout se tient. Donc, s'il y a une explication à donner pour l'intervention française, hein, la mienne, mais encore une fois, je dis ça avec, comment dire, j'ai aucune certitude, c'est Bien simplement sûr. une analyse, euh, serait donc cette explication historique, une espèce de continuum où on a cherché à évacuer Kadhafi de la scène internationale. Et qui Mais mène. il y a quand même quelque chose qui cloche. Je ne sais pas si j'ai encore 2 minutes, Bien sûr, mais il y a allez-y, je quelque vous en chose, prie. On a il y a encore du quelque temps. chose qui cloche. Voilà, c'est que en vérité, Kadhafi, depuis le début des années 2000, donc juste après, au moment de l'embargo, a fait un pas vers je l'explique aussi dans le livre, hein, d'ailleurs, Mhm. a fait un pas vers les Occidentaux en leur disant, écoutez, pour moi, le terrorisme, c'est fini. D'ailleurs, il a proposé son aide aux Américains suite aux attentats du World Trade Center, hein, le 11 septembre. Il a proposé aux Américains, sérieusement, je vais vous aider dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, et donc, il le faisait sincèrement. C'était vraiment il a changé de pied et il a tendu la main aux Occidentaux. Il a accepté de détruire tous ces stocks d'armes sales, vous savez, produits chimiques et autres nucléaires. Euh, il a apporté des gages aux Occidentaux. Et c'est justement au moment où il donne ces gages que, eh bien, finalement, on lui tape dessus et on lui coupe la tête. Avec en plus, vous Parfois, revenez c'est un peu aussi. incroyable comme Bien situation. sûr, c'est bizarre, mais avec des pays aussi comme le Qatar qui avaient des intérêts dans le pétrole dans la région, qui ont également participé avec, vous parlez de la campagne de désinformation qui a été menée notamment par la chaîne Al Jazeera sur ce sujet, sur le sujet de la guerre. Oui. La désinformation virulente de la chaîne Al Jazeera qui qui a été très importante dans la déstabilisation du régime, oui, c'est incontestable. Bien sûr. On va continuer à parler de tous ces sujets avec vous, Jean-François Lullier, de vos mémoires. On va aussi aborder le sujet de la DGSE, de cette restructuration de la DGSE que vous avez critiqué, des problèmes internes. Je dois dire que vraiment ce livre est d'une liberté de parole qui est extrêmement marquante pour quelqu'un qui a officié comme vous à des postes aussi importants. On va parler de tout ça, mais il est bientôt 9 heures sur Ligne Droite en ce moment et on va faire un petit point sur les informations avec Adèle Rosner. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Jean-François Lhuillier, ancien officier de traitant, ancien agent secret de la DGSE, chef de poste des services secrets en Libye de 2009 à 2012, qui a suivi au plus près ce changement de régime qui s'est opéré, notamment avec l'appui militaire français, et qui a publié ce livre, ses mémoires, L'homme de Tripoli, mémoire d'agent secret, le récit inédit d'un chef de poste de la DGSE, à retrouver aux éditions Mareuil.
François Lullier, on a évidemment largement abordé ce conflit libyen, ses difficultés, les problèmes qu'il cause encore aujourd'hui, mais ce livre ne raconte pas que ça, il raconte aussi l'histoire de ce service de la DGSE. Alors, vous avez des histoires personnelles qui vous sont arrivées, qui sont vraiment, qui relèvent de problématiques assez graves, puisqu'elles nuisaient à votre travail, mais d'abord, il faut aussi revenir sur la restructuration de la DGSE, et vous y revenez aussi historiquement dans votre livre, puisque vous expliquez que un événement fondateur pour comprendre cette restructuration au début des années 80, c'est cette affaire du Rainbow Warrior, qui est on peut peut-être revenir brièvement dessus, je vous laisserai le faire, mais ça entraîne une restructuration qui vous pose problème, notamment puisque, comme on le lit dans les tontons flagueurs, les hommes de pas, les hommes d'action, les diplomates prendraient plutôt le pas sur les hommes d'action. Et donc vous êtes un homme d'action, vous vous êtes engagé pour ça, et vous vous retrouvez avec des officiers civils qui vous donnent des ordres sans connaître finalement la réalité du terrain. Oui, à grands traits, on pourrait résumer les choses comme ça, effectivement. Alors, les quelques problèmes que je souligne dans ce livre et qui me sont arrivés personnellement, notamment pendant donc ces événements libyens, tout découle effectivement, hein, vous l'avez dit, de cette restructuration qui a suivi l'attentat, enfin l'explosion du Rainbow Warrior. Alors le Rainbow Warrior, qu'est-ce que c'est pour les plus jeunes de vos auditeurs? En 1985, Rainbow Warrior, c'était le navire amiral de Greenpeace qui, comment dire, qui luttait contre les essais nucléaires que la France menait à l'époque dans le Pacifique. Et ce bateau amiral, donc, naviguait, enfin, gênait considérablement le bon déroulement des essais nucléaires. Et donc, il a été décidé en haut lieu de le couler. Et le service action du SDEC à l'époque, non, c'était déjà la DGSE, pardon. C'est le service action de la DGSE est donc intervenu alors qu'il est le bateau mouillait dans le port d'Auckland pour le saboter et le faire couler dans le port d'Auckland. Le malheur qui s'est passé, c'est que cette opération qui n'aurait pas dû entraîner de mort d'hommes, malheureusement, un photographe de Greenpeace a perdu la vie au cours de cette opération. Et ça a déclenché un espèce de tsunami médiatique en France, et pas simplement en France, dans les pays occidentaux en général, mais évidemment surtout dans notre pays, vous l'imaginez bien, cet échec, hein, puisqu'il s'agit d'un échec, ou d'un semi-échec, puisque le bateau a quand même été coulé, en fait, a fait considérablement, enfin, changer la politique française à l'époque, hein, avec démission des ministres, etc. Enfin, c'était la grosse affaire de la fin du siècle dernier, on va dire. Et ça a entraîné ce que François Mitterrand avait dans la tête depuis quelques années, me semble-t-il, puisque ça faisait partie de son programme avant d'être élu président en 1981, comment dire, je crois que dans son programme, il disait à qui voulait l'entendre, il allait supprimer le SDEC. Alors en vérité, il ne l'a pas supprimé, il l'a simplement débaptisé. Et ça n'avait rien changé. Donc en 82, là, le SDEC est passé DGSE. Survient ce drame du Rainbow Warrior, cet échec du service, et il prend la décision, je dis il parce que je ne vois pas qui d'autre peut prendre cette décision que lui-même, de démilitariser le service. Et c'est de là que découlent tous les problèmes que je souligne dans le livre ensuite. La démilitarisation a fait effectivement beaucoup de tort. En tout cas, si on aurait pu accepter cette décision, je pense qu'elle a été mal appliquée et que ça a entraîné des interférences, enfin des dysfonctionnements, on va dire, me semble-t-il assez graves, et en tout cas qui ont perturbé les opérations du service Bien par sûr, la ouais. suite. Et vous Au lieu racontez, de résoudre.
vous faites des portraits assez élogieux de gens, d'agents que vous avez côtoyés, qui sont justement des hommes d'action. Et c'est vrai que c'est un petit peu une maladie française. On en parle à la DGSE, mais il y en a également, on peut même le dire à l'hôpital, où en fait, à chaque fois, on remplace des médecins et des gens qui connaissent la réalité par des fonctionnaires qui ont une vision très générale des choses, qui en plus ont une vision, souvent une attitude un petit peu supérieure puisqu'ils ont fait beaucoup d'études, mais qui dans les faits n'ont pas la connaissance du terrain. Et c'est ce mépris de la connaissance du terrain qui entraîne des difficultés. Vous avez des ordres un petit peu incohérents et même pour un service prestigieux comme celui de la France, ça pose vraiment problème. Oui, c'est vrai. C'est exactement ça. Vous avez dit les choses comme il fallait le dire. C'est-à-dire, alors, en particulier donc à la DGSE, du jour au lendemain, l'ossature, parce qu'en fait, les militaires n'ont pas été évacués du jour au lendemain. Quand on parle de démilitarisation, on parle comment dire, l'ossature, la colonne vertébrale, toute la hiérarchie militaire a été remerciée et remplacée par des civils. Mais donc, remplacée par des civils, ça veut dire quoi? Bah, du jour au lendemain, là pour le coup, il n'y avait plus de militaires en charge au niveau des directions, au niveau des services, au niveau des secteurs de- du service. Donc, ils ont mis des gens ils se sont retournés, qui va pouvoir prendre la place? Ben, il y a quelques civils, puisque c'est un service qui était mixte et civil et militaire, hein, je vous rappelle, mais dans lequel c'est le militaire qui commandait. Et donc, du jour au lendemain, on a pris des civils qui n'étaient pas formés pour ça, pour assumer le commandement. Le problème, c'est que ça, pendant 20 ans, vous savez que ce civil-là, le temps qu'ils aillent à la retraite, il faut du temps, hein. Eh bien, pendant 25 ans, et ces gens-là, la DGSE a subi des gens qui n'étaient pas formés ou mal formés aux opérations. Alors, quand je dis la DGSE, je parle essentiellement, hein, dans mon livre, je parle de la direction du renseignement. Et que la direction du renseignement, qui est la direction principale de la DGSE, qui est celle qui est en charge du recueil de renseignements secrets par moyens humains, hein. Il y a également la direction des opérations qui est à côté, qui, elle, inclut le service action. Et c'est une direction différente au sein de la DGSE, qui est davantage militaire, hein, pour le coup. Très bien. Et donc, on a, en plus de ces... Donc, effectivement, vous pointez des difficultés structurelles, c'est-à-dire au niveau de l'organisation de ces institutions, de leur articulation entre elles, de la manière dont elles vous font travailler. Mais il y a également, en plus, dans le livre, vous le précisez, vous le vilipendez assez, des rivalités personnelles. C'est-à-dire que vous, pendant cette affaire en Libye, vous-même, vous dites à un moment dans ce livre que votre plus grande menace, votre plus grand danger, ce sont vos arrières, ce sont des gens qui vous dirigent, notamment un qui s'appelle Petit Denis et qui fait tout pour vous évincer. Alors j'ai même pas trop compris pourquoi il vous en voulait à titre personnel, mais en tout cas il fait énormément de choses pour vous évincer, et d'ailleurs c'est lui qui vous évincera à la fin et vous retirera un petit peu comme un cheveu sur la soupe ce poste en Libye. Oui, ce sont des querelles effectivement de personnes que un service militaire ne connaît pas. Quand je dis un service militaire, les armées, l'organisation des armées, justement, est faite pour éviter ce type de comportement individualiste qui est nuisible au collectif, hein. Et c'est ce que je reproche, moi, dans cette démilitarisation, cette arrivée de civils à tous les niveaux de responsabilité qui a déstabilisé le- l'organisation de la direction du renseignement, notamment, et euh, euh, qui a supprimé l'esprit militaire. Vous savez, l'esprit militaire, on parle d'esprit militaire, c'est très important parce que ce dont on parle, les problèmes humains, tout le monde les connaît, dans toutes les organisations, ça existe, on est d'accord, dans toutes les organisations, et notamment, peut-être davantage, dans les administrations en général. Mais les militaires sont organisés de telle sorte que le système hiérarchique, qui a des défauts par ailleurs, hein, faut reconnaître les choses, a cette qualité première de lisser les différences entre les personnes, comment dire, de pallier les problèmes d'ego et de compétition. Vous voyez, chacun est Bien à sa sûr. place et tire le charroi dans le même sens, ce qui n'est plus le cas dans une organisation civile un petit peu mal organisée pour le coup Oui, bien sûr. où finalement l'ego des gens est débridé et n'est pas voilà.
qui est soumis à des C'est ce effets qui s'est passé. de carrière, de volonté de carrière. Est-ce que vous pouvez quand même raconter, alors il y a énormément d'anecdotes donc il faudra se Carrière procurer et de Chapelle. le livre de Chapelle. Il y a énormément d'anecdotes dans ce livre, il faudra l'acheter pour les lire sur ce petit Denis, mais comment, parce que c'est quand même, ça montre, alors que vous êtes quelqu'un quand même, un agent qui est reconnu, qui a officié pendant de très longues années, et vous êtes évincé de ce poste en Libye de manière extrêmement brutale quand même pour quelqu'un qui a votre carrière. Brutal au sens où personne ne me dit les choses. C'est ça que je regrette en Voilà. vérité. Vous voyez, ça ne serait jamais arrivé dans un système militaire, vous pouvez être sûr et certain. Dans un système militaire, le chef de mission que j'étais aurait été convoqué par son chef direct, ou bien au téléphone, ou bien même à Paris, et on aurait expliqué les choses. On lui aurait dit, mon vieux, c'est fini pour toi, pour telle et telle raison, on est obligé de te remplacer. Et Dieu sait s'il y en avait des raisons d'ailleurs, effectivement, pour me remplacer. Hein, ne serait-ce que des raisons de sécurité pour ma personne. Euh, mais personne ne m'en a parlé. Là, on m'a dit, personne ne m'a. J'ai appris par la bande, comme on dit vulgairement, que effectivement, je vais être remplacé. C'est quand même incroyable. Donc voilà, mais ça reste anecdotique malgré tout. L'essentiel, en tout cas pour moi qui suis militaire, encore une fois, l'essentiel reste la mission. Le souci que j'avais, c'est que ma mission pouvait être entaché par ces manœuvres qui me gênaient, et notamment sur le plan vous voyez, personnel. Dans l'esprit, ça me donnait du souci. J'avais pas besoin de ce souci-là pour, vous voyez, pour assumer ma mission, quoi. Bien sûr. Je voudrais, Voilà. pour parler aussi d'un peu de votre métier, puisque c'est un métier qui est effectivement extrêmement mythifié, qui a tout un tas qui comporte vraiment, voilà, qui est très, très vendu. Mais comment est-ce que parce que, pardon, je vais revenir sur mes propos, mais c'est un métier qui est quand même extrêmement particulier, qui demande, d'ailleurs vous soulignez souvent, vous n'êtes pas forcément d'accord avec les décisions, mais vous les appliquez parce que ça demande un esprit de corps, un esprit d'hierarchie que vous avez, que vous vantez. Mais il y a quand même des poids aussi personnels dans ce métier qui sont extrêmement importants, notamment par exemple, j'ai appris que vous n'aviez pas le droit de dire à vos enfants que vous exercez ce métier et vous avez dû attendre votre retraite pour leur révéler que vous aviez été agent secret. Donc c'est quand même des dimensions personnelles qui sont extrêmement fortes. Oui, là aussi, c'est de l'ordre de l'anecdote. Bien sûr. Alors, on ne nous interdit pas précisément de dire à nos enfants qu'on fait partie de la DGSE. Mais c'est vrai que le bon sens veut que on n'implique pas nos enfants dans ces affaires-là. D'abord parce qu'ils n'ont pas besoin de soucis à leur jeunes âge. Et puis ensuite, ça leur évite de parler, comment dire, de manière un petit peu trop libre et de dire les choses avec précision. S'ils ne savent pas, ils peuvent pas parler. Voilà, en fait, c'est la raison. Donc oui, dans mon cas, c'est peut-être pas le cas de tout le monde. Je peux pas parler au nom de tous pour le coup. Dans mon cas, je n'ai pas associé mes enfants avant l'âge de la fin de leur adolescence, disons. Où là, ils ont compris qu'il fallait pas en parler parce qu'ils pouvaient raisonner, si vous voulez. Mais avant, non, je ne leur disais pas effectivement pour essayer de protéger un petit peu le secret de mon appartenance, quoi. Effectivement, je voudrais aussi revenir sur un autre aspect. Alors, c'est encore l'anecdotique, mais c'est souvent quelque chose dans l'univers qui est très présent dans l'univers des agents secrets. Vous avez mentionné plusieurs fois dans votre livre le détecteur de mensonges. Alors, moi, je pensais que ça existait que dans la fiction, mais il existe quand même aujourd'hui des détecteurs de mensonges dans la DGSE qui permettent de détecter si une personne vous ment ou pas. Oui, tout à fait. Ce sont des appareils qui sont utilisés assez régulièrement, on va dire, sinon fréquemment, assez régulièrement y compris à l'intérieur du service, hein, entre ses membres. D'accord. C'est-à-dire que les services de sécurité au sein de la DGSE, de temps en temps, a fait passer quelques personnes au détecteur de mensonges pour voir s'ils sont honnêtes et voilà. Donc, c'est quoi? Mais, On a mais des électrodes sur le cerveau et on doit écrire une phrase c'est oui, quoi? c'est ça, on a des électrodes un petit peu partout sur le corps et on nous pose des questions et on doit réagir à ces questions de manière naturelle, sans trop de réflexion pour le coup. Et la machine est capable
ou non. Ah, ça, c'est ou pas, comme on dit, de dire si vous mentez ou pas. Et donc, nous, en fait, plus sérieusement, on l'utilise essentiellement vis-à-vis de nos sources, savoir si nos sources nous disent la vérité ou si nos sources humaines, Bien sûr. ou si elles nous disent des choses fausses. Voilà. Pour finir cette interview, effectivement, il y a beaucoup de choses à voir. Vraiment, je vous invite à se procurer ce livre qui est très riche en informations. Euh, quel jugement vous porteriez, Jean-François L'Huillier, sur la situation actuelle du renseignement en France? Vous avez pointé cette dérive où les fonctionnaires prenaient le pas sur les militaires. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des dysfonctionnements qui ont été amenés par cette structure, ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression aujourd'hui que le renseignement a quand même continue dans ces dérives? Euh, Oui, vous faites bien de terminer par cette question parce qu'il faut terminer par une note d'espoir. Voilà. Quelqu'un d'optimiste en général. Euh, Écoutez, il y a plusieurs raisons qui me poussent à l'optimisme, on va dire. Je pense que l'aspect de la démilitarisation, malheureusement, est acté et que je ne vois pas comment le pouvoir pourrait revenir dessus. Et c'est dommage pour les armées, mais bon, c'est un fait. En revanche, toute cette, comment dire, génération de jeunes civils qui ont pris le pouvoir depuis la fameuse démilitarisation, donc, est en train de partir à la retraite aujourd'hui et donc va laisser place à des nouvelles générations qui, eux, ont connu un creuset dans lequel ils ont évolué, etc. Et, euh, et donc, on peut espérer que ça va aller vers le mieux, au moins sur l'aspect De la de l'esprit de psychologie corps dont on parlait tout à l'heure. et de la Oui. manière de fonctionner. Et en plus, l'actuel directeur général, M. Bernard Rémier, a entrepris des restructurations internes à l'automne dernier, depuis l'automne dernier, de tout le service pour le coup. Et donc, on peut espérer que ces restructurations amèneront également des bonnes choses. Des notes d'espoir pour finir ces mémoires. L'homme de Tripoli, mémoire d'un agent secret, le récit inédit d'un chef de poste de la DGSE aux éditions Mareuil. Merci beaucoup Jean-François L'Huillier. Je rappelle que vous êtes donc cet ancien officier traitant, agent secret, qui a été chef de poste des services secrets pendant la crise libyenne de 2009 à 2012, et donc qui vous relaté tout ça dans vos mémoires, avec également ces histoires de structuration des services secrets. Merci beaucoup à vous.